I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le 102.2 FM, il est 19h et c'est The Cinema Show, l'émission préférée de tous les babouins, chimpanzés, gorilles et autres capucins. Car oui, aujourd'hui j'avais le choix entre une émission spéciale singe et une émission spéciale Poutine. Et vous me connaissez, j'adore les dictateurs, mais j'adore encore plus les singes, alors agrippez-vous à vos bananes, claquez vos petits curos et préparez-vous à jeter votre caca, parce que c'est bien le TCS spécial singe. Parce que oui, je l'avais jamais fait, c'est très étonnant. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ah ouais. C'était le Pourtant, plus t'as attendu parlé la de plein de films avec des singes, mais jamais une spéciale singe. Et oui. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer dans l'émission ou ça va être une spéciale singe. Ouais, c'est tout ça ce veut que dire qu'il n'y aura rien. Ouais, c'est ça. Et pour m'accompagner ce soir, une belle bananerie organisée. Hein, je vais bien entendu chacun vous attribuer donc un type de singe. Moi, je suis un chimpanzé savant, forcément. Mais pour mon équipe, on commence avec le singe de notre troupe qui me terrifie quand il me regarde dans les yeux. Il a un regard assassin aussi affûté que ses énormes crocs, notre babouin, Jonathan. Ah, je pensais que tu parlais... Tu croyais qu'il parlait de moi? Oui. Tu croyais qu'il parlait de moi? Complètement. Et du coup, j'ai hâte de savoir lequel il t'a attribué. À Naomi. Alors, Jonathan, qui va probablement subir cette spéciale singe parce que tu détestes les singes. On m'a même dit que tu aimerais qu'ils meurent tous. Comment tu justifies ces propos? Ça va pas? Mais j'ai jamais dit ça. Bah, ce n'est ça pas étonne pas les citations de Réfaillot. Bref. Bon. Parce que tous, autant en tant que singe autour de cette table, on est outrés. Mais... Oui. Bon, c'est la seule capable de se battre physiquement avec Jonathan. Elle frappe violemment son torse pour faire peur aux gens. C'est notamment elle qui a recueilli le jeune Tarzan à la mort de ses parents, notre gorille, Naomi. Oui. Ça te plaît pas? Si, en soi, gorille. Non, mais elle l'a recueilli pour le manger, par contre, Tarzan, je pense. Mais non. T'as mangé Tarzan, Naomi? Non, j'ai pas mangé Tarzan, je m'en suis bien occupée. Comme ça, après, il va péter la gueule à Jonathan. Ça va être ma fête ce soir. Oui. Bon, il est beau et plein de couleurs, il a une mâchoire absolument terrifiante et pourtant, je lui ferai bien un bisou. Il est dangereux, en fait c'est même le plus dangereux d'entre tous, mais il est absolument magnifique. Il a aussi un magnifique petit cul bleu, notre mandrille, Jules. Tu peux le refaire peut-être. Merci. Ah si, il y a des happenings quand même singes alors là. Waouh, incroyable. Quand même. Alors certains l'appellent Sun Wukong, le roi des singes né d'une pierre magique. Il est très intelligent mais aussi impulsif et surtout dominant. Il a lui-même son petit groupe hiérarchisé. Il crie, grogne et montre les dents pour intimider notre macaque Rhésus, Simon. Wow. Bel happening. Bel happening. Salut tout le monde. À la régie, on a notre capucin du son Yanis et notre Wistiti de la vidéo Lucas, mais aussi Emma la Grivée et Solène la Saïmiri. Je leur ai proposé de choisir leur type de singe, les autres, je vous l'ai imposé bien entendu. Et aujourd'hui, notre troupeau de singes parlera de 3 films: Primates de Johannes Roberts, Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas et Hamnet de Chloé Zhao. On accueillera ensuite Camille Ginès de Boliciné et Montpellier. Et on va dire Camille, tu n'es pas encore là mais que tu es une langure grise parce que c'est la race qu'on trouve le plus en Inde, et elle viendra nous parler de la projection de la légende de Bahubali. Puis on aura le quiz simiesque animé par votre chimp préféré et moi, et les recos de la semaine. On est paré pour se lancer dans ce beau programme. Alors on commence par les news du plus sexy des mandrilles, Jules. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Débutons les news par le mercato présenté par le présentateur le plus charismatique et sexy de France. J'aurais dû pré-shot déjà toutes ces qualités que t'allais dire. Commençons ces news par le petit tremblement de terre franchouillard de la semaine. C'est le film sur Johnny. Parce que depuis un moment, c'est Raphaël Quénard qui devait camper le rôle de la légende du rock français, Johnny Hallyday, mais coup de théâtre, car il a annoncé récemment quitter le projet.
question de planning qui l'empêche de s'impliquer pleinement dans la préparation rigoureuse de Jojo. Et aussi l'acteur, il n'arrête pas avec la promotion d'un film dans lequel il joue et la co-réalisation d'un autre projet en production. Ça n'empêche pas au projet de continuer son chemin avec de nombreuses rumeurs évoquant déjà Benjamin Voisin dans le rôle de Johnny Hallyday. Donc perd-on ou gagne-t-on au change ? Telle est la question. On reste sur les gros projets français avec notre dernière lauréate de la Palme d'Or, Justine Triet, qui revient en force 3 ans après Anatomie d'une chute en annonçant son nouveau projet Fonda. On passe à un standing supérieur car la réalisatrice française s'offre un casting majestueux composé de 2 acteurs principaux pour l'instant révélés. Alors on va avoir Mia Goth, qu'on a récemment vu dans la trilogie X et Frankenstein, et Andrew Scott, qui a été révélé par Fleabag et qu'on a récemment pu voir dans Wake Up Dead Man. Donc c'est un projet qui s'est annoncé très british, qui sera tourné totalement en anglais et qui devrait être un thriller psychologique en huis clos. Reste à voir pour la suite. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce petit mercato déjà ? Je pense que Raphaël Quenard, il a dû voir Shanghai 51 et il a dû se dire non. C'est sûrement la meilleure décision. Que ça. Mais ça, c'est vrai que c'est assez surprenant ce départ de Raphaël Quenard. Il s'est pas senti les épaules peut-être pour le rôle. Alors personnellement, je vais vous avouer que j'avais jamais eu la vision de Raphaël Quenard en Johnny, mais alors Benjamin Voisin, je l'ai encore moins. Mais ouais, je sais pas. En fait, je vois Moi, pas bien j'étais qui très pourrait, intrigué en fait par Raphaël Quenard en Johnny parce que je me disais, pour une fois, Raphaël Quenard va devoir faire de la composition. Va devoir jouer autre chose que lui-même, puisque Johnny Hallyday, tout le monde le connaît, et ça aurait été bizarre si on le voyait parler avec la tchatch habituelle de Raphaël Quenard. Donc j'étais intrigué pour ça. Est-ce que c'est ce challenge-là qui, au final, il a pas voulu le tenter et qui fait qu'il abandonne, je sais pas. Ce qui est étonnant, c'est aussi le contexte parce que il le dit sur son compte Instagram. Donc c'est pas un mot de la production, c'est pas, enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il a pris aussi peut-être un peu de court tout le monde. Donc c'est un peu. Le tournage est d'ailleurs toujours prévu pour cet été, disaient les équipes. Donc c'est assez étonnant sur le timing, sur le contexte. En plus, ça faisait des années qu'il avait été attribué ce rôle. Donc c'est-à-dire que la personne qui va la remplacer, ça va être vraiment au pied levé, va pas avoir le même temps de préparation. Donc est-ce que la proposition sera aussi je sais qu'il y a une pression autour de la sortie parce qu'ils veulent le sortir pour les 10 ans de la mort de Johnny, donc il y a aussi une pression qui vient du fait qu'il y a un autre projet sur Johnny réalisé par Jalil Lesper et où c'est Matthias Schoenaerts qui joue le rôle de Johnny Hallyday qui va sortir, qui est aussi en production et qui va donc sortir à peu près dans le même temps. Donc je pense que c'est aussi pour ça, il y aura une bataille de biopic sur Johnny. On a bien eu la bataille de la gare des boutons. Voilà, ça sera la bataille sur Johnny. Et Justine Triet, super bien. J'ai trop hâte. Ah ouais, non, mais surtout, moi j'ai entendu Andrew Scott, quoi. Enfin, mais alors, moi, le casting me donne pas du tout envie. Ah. Tu parles de standing supérieur, je préfère ces castings français que son casting là américain. Ah si. Mia Goth. Si. Andrew Scott, m'en fous. Écoute, tu t'en fous. Moi, je m'en fous pas. Attends, Andrew Scott est un merveilleux. Mais c'est parce que c'est un merveilleux acteur. Andrew Scott, il est phénoménal. Enfin, il est très beau. Il est très. Oui, en plus, il est très très beau. T'as dit quelque chose que Naomi voulait vraiment dire, je crois. Non, mais c'est un très bon acteur. C'est un très bon acteur. Sans jamais nous connaître, dans Fleabag, il est excellent. Mais dans Sans jamais nous connaître, il est incroyable. Dans Sherlock, c'est lui aussi. Oui, c'est Moriarty. Je confirme. Ah, c'est lui Moriarty dans Sherlock. Ouais. C'est fou la vie. Mais voilà, bon. Cette semaine, on a eu la totale pour les annonces de nomination pour les cérémonies de récompense. Débutons directement avec le gros morceau, les Oscars. En effet, la 97e édition des Oscars qui se tiendra le 15 mars prochain a beaucoup fait parler d'elle avec un nouveau record de nominations pour un film. C'est Sinners de Ryan Coogler qui, avec 16 nominations, dépasse les 14 qu'avait déjà obtenu dans le passé All About Eve, Titanic et La La Land. Il y a aussi Une bataille après l'autre qui obtient 13 nominations, suivi de Frankenstein, Marty Suprême et Valeurs sentimentales qui obtiennent chacun 9 nominations. Donc c'est une édition qui est intéressante, je trouve, pour la représentation des productions étrangères. Et on trouve pas mal de Français qui ont réussi à avoir 2 films dans la catégorie meilleur film d'animation. Il y a Arco et Amélie et la métaphysique des tubes. Enfin, franchement, je suis très heureux pour ça. Et du côté des grosses nominations, on retrouve dans la catégorie meilleur film Bugonia, F1 le film, Frankenstein,
Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, L'agent secret, Valeurs sentimentales, Sinners et Train Dreams. Pour la meilleure réalisation, on a Chloé Zhao pour Hamnet, Josh Safdie pour Marty Suprême, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre, Joachim Trier pour Valeurs sentimentales et Ryan Coogler pour Sinners. Ensuite, du côté des stars, on a en nominé pour la meilleure actrice Jessie Buckley pour Hamnet, Rose Byrne pour If I Had Legs, I'll Kick You. Très bel accent. Merci. Kate Hudson pour Sur un air de blues, Renate Reinsve pour Valeurs sentimentales et Emma Stone pour Bugonia. Et enfin, les nominés pour le meilleur acteur, on retrouve Timothée Chalamet pour Marty Suprême, Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Ethan Hawke pour Blue Moon et Michael B. Jordan pour Sinners et Wagner Moura pour L'agent secret. Voilà, il y a vraiment du lourd du coup cette année niveau nominé. Mais du coup, est-ce que pour vous, vous trouvez qu'il y a des absents dans ces grosses catégories des Oscars cette année? Moi, je trouve que Jesse Plemons pour Bugonia, le fait qu'il soit pas nominé, je comprends pas. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. C'est une de ses meilleures performances dans Bugonia. Je ne comprends pas. Après, au-delà de ce qu'on apprécie, enfin, qu'on apprécie pas le film, mais sa performance dedans, elle est monumentale et je comprends pas comment on peut passer à côté de ça. Mais après, voilà, je sais pas, F1, le film en meilleur film, je sais pas ce que ça fout là. Ça, c'est parce qu'il y a tous les ans, il y a toujours un blockbuster qui est nommé dans meilleur film. Ouais, Bruckheimer a ses petits contacts, je pense aussi. Non, mais c'est pas celui qui était le plus nommé habituellement, Bruckheimer. Non, mais bon. C'est juste que maintenant, il y a quelques années, il y avait eu Top Gun Maverick. L'année dernière, on avait eu Wicked. Il était dans les meilleurs films, Top Gun. Ouais, il était dans les meilleurs films. Top Gun. Il y a l'actrice aussi de Une bataille après l'autre, là, en meilleur second rôle. Je trouve qu'il manque Chase Infinity. Ah, super. Quand même. Elle aussi absente. Grosse absente de marque pour moi. Après, sinon, les nommés sont à l'image de cette année, quoi. Bah, alors que. Oh, mais ça suffit, toi. Non, je suis désolée, il y a eu des super films. Oui. Par contre, j'avoue que je suis un peu perplexe sur les 16 nominations de Sinners. C'est-à-dire que c'était un bon film, mais 16 nominations. Moi, j'espère qu'il va inviter Robert Rodriguez quand même. Ouais, voilà. J'espère qu'il va inviter Robert Rodriguez qui va lui dire Une nuit en enfer, il a pas autant de nominations. Alors c'est le même film. C'est ça, c'est le même film. Après, je pense qu'aussi, on sous-estime c'est déjà la deuxième fois que Ryan Coogler a aussi un impact culturel assez fort et social assez fort dans la sortie de ce film avec Black Panther il y a quelques années. Et Sinners aussi a beaucoup marqué socialement et culturellement aux États-Unis. Il a fait beaucoup de bruit. Du coup, je pense qu'en France, on sous-estime beaucoup cette approche-là. On avait beaucoup sous-estimé le Black Panther aussi à l'époque sur son impact. Et je pense que ça explique aussi les 16 nominations. Oui, et puis on le sentait venir de toute façon avec les autres nominations qu'il avait eues dans d'autres cérémonies. Ouais. Après, on parle beaucoup du record aussi. Il faut aussi ne pas oublier de se remettre dans le contexte que cette année, il y a une nouvelle catégorie aussi aux Oscars, meilleur casting. Qui donne donc une chance supplémentaire, et pour un film comme ça, c'était sûr qu'il allait être nommé. Voilà. Mais c'est vrai il est nommé énormément de fois, un peu de partout. Il y a les BAFTA aussi qui ont eu leur nomination, et les deux plus nommés, c'est Une bataille après l'autre avec 14 nominations et Sinners juste derrière avec 13 nominations. Mais on notera que c'est très anglo-saxon, parce que après tu vas parler des Césars, et Sinners, il apparaît pas du tout dans cette compétition-là, tu vois. C'est clair. C'est quelque chose de très politique, je trouve, moi, pour les Oscars. Les Oscars et les Césars, pareil, en vrai, c'est du lobbying à peut-être à moindre... dans un moins gros impact, parce que c'est en France, et qu'en France on a peut-être encore moins l'habitude de le faire, mais par contre je suis personnellement vraiment très contente de savoir que Amélie et la métaphysique des tubes et Arco se retrouvent dans la compétition pour les meilleurs films d'animation. 2 films d'animation français, c'est vraiment super, surtout quand c'est des films d'animation d'une telle qualité. Et Arco, je pense que ça aurait été un peu choquant qu'ils y soient pas, parce que au-delà du fait qu'ils soient français, parmi tous les films d'animation qui sont sortis cette année, c'était parmi les 2 plus inventifs. Non, c'est sûr, mais quand même, c'est super, vraiment leur place, quoi. Oui. Et Arco a quand même ses chances, je pense, parce que d'ailleurs il a gagné quelques prix aux US ces derniers temps, notamment le National Board of Review, où il a été remis ce prix par Michael B. Jordan, voilà, pour reparler de lui. Enfin, revenons dans notre bonne vieille France, car on a eu ce matin les nominations au César. Ouais, la cérémonie du cinéma français, elle va avoir lieu le 27 février, elle a été avancée, et certains films ont fait du bruit avec de nombreuses nominations.
bien que de moindre mesure face à l'excès américain des Oscars avec les 16 nominations. Ici, on va avoir le film Nouvelle Vague de Richard Linklater qui ressort gagnant avec 10 nominations au total, dont meilleur film, meilleure réalisation, la plupart des grandes nominations. Puis on retrouve 3 films avec 8 nominations chacun. On a Dossier 137, L'inconnu de la Grande Arche et L'attachement. Donc pour faire un rapide tour d'horizon des nommés pour le meilleur film, on retrouve L'attachement de Karine Tardieu, Dossier 137 de Dominique Moll, Nouvelle Vague de Richard Linklater, La petite dernière de Afsia Herzi et Un simple accident de Jafar Panahi. À la meilleure réalisation, on retrouve Karine Tardieu pour L'attachement à nouveau, Dominique Moll, Dossier 137, Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche, Richard Linklater pour La Nouvelle Vague et Afsia Herzi pour La petite dernière, encore une fois. Pour la meilleure actrice, on a Leila Bekti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Valéria Bruni Tedeschi dans L'attachement, Léa Drucker dans Dossier 137, Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde et Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana. Et enfin, dans la catégorie meilleur acteur, on retrouve Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche, Bastien Bouillon dans Partir un jour, Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde, Pio Marmaille dans L'attachement et enfin Benjamin Voisa dans L'étranger. Et du coup, comme pour les Oscars, est-ce que pour vous, il y a des manquants pour ces nominations et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, des manquants, je sais pas, mais par contre, les nominations de L'attachement, mais je mourrais sur cette colline, c'était tellement mauvais, L'attachement. C'est un scandale que ça y soit. Ça a été un succès. Ouais, et du coup, un succès un peu dans un film de ce style-là, du coup, César, automatiquement, il est mis en avant. Ça a été un succès tant que ça ? Ah oui, il y a eu un petit succès, L'attachement. Il n'a pas fait genre 800 000 entrées, un truc c'était pas du tout attendu. Et puis, il avait des super retours critiques et publics. Donc, c'est parfait pour les Césars. C'est un scandale. Ce film en lui-même est un scandale. Je suis désolée. Selon toi, après. Non, mais oui, selon moi. Mais elle n'est pas toute seule, pour une fois, je suis d'accord avec elle. Et sincèrement, c'est un film qui a un propos qui est soi-disant féministe. C'est un des films les plus sexistes et misogynes que j'ai vu. C'est pas une vanne. Et alors, j'avoue que nommer Pio Marmaille en plus en meilleur acteur, alors comment dire ? Par contre, je suis vraiment contente de savoir que Leila Bekti a été nommée pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan parce que je trouve qu'elle a vraiment délivré une performance phénoménale dans ce film. Moi, je trouve que l'un des grands absents... Enfin, après, c'était un premier film français, mais d'Épreuve d'amour qui n'est pas en premier film français. Je trouve qu'il y a quelque chose d'anormal. Je trouve que les catégories d'acteurs sont assez pauvres, en fait. Quand je compare... Bon, on compare aux Oscars, c'est comparer le comparable et l'incomparable, mais aucune des personnes que j'ai vues, dont je lis la nomination, m'a marqué par leur performance, quoi. Et puis, moi je dirais Leila Bekti, Léa Drucker, mais à part. Oui, voilà, Léa Drucker, c'est vrai, mais Leila Bekti, moi j'ai pas été très fan. Après, j'étais pas très fan du film, mais je trouve que ça manque de films impactants. Je trouve que c'est un peu à l'image du cinéma français cette année qui a été assez en deçà en comparaison à d'autres années. Pour le coup, Dossier 137, c'était quand même quelque chose. Non, c'est bien. En fait, mais c'est celui qui ressort vachement, je trouve, avec Un simple accident. Mais est-ce qu'ils oseront redonner à Dominique Moll, puisque la dernière fois qu'il avait été nommé, il avait quasiment tout raflé aussi. Moi, je pense non, il y a Un simple accident, donc. Voilà. Je pense sincèrement que c'est Afsia Herzi qui va gagner meilleur film et peut-être meilleur réalisateur. Ah ouais. Devant le Jafar Panahi. Allez, on verra pour les pronos. On reparlera de ça, mais moi je trouve qu'il y a un double aveu de faiblesse dans la liste que t'as mentionné et dans celle aussi, dans les autres catégories dont t'as pas parlé. Et Jonathan t'en a un peu parlé, c'est que c'est vrai tous les ans au César, dans les meilleurs seconds rôles par exemple, il y a au moins 2 acteurs du même film qui sont souvent nommés. 3. Ça arrive aux Oscars de temps en temps. Là c'est 3 pour un même film. J'ai l'impression qu'en fait ils ne voient rien. Il y aurait plein de films qui pourraient être nommés. Il y a eu plein de témoignages qui montrent que les gens ne regardent pas l'intégralité des films. Donc, ou une panoplie assez grande pour pouvoir juger. Souvent, c'est un peu les films des copains. D'ailleurs, l'Utopia n'est pas dans meilleur film documentaire, je comprends pas. Bon, après, on n'a pas fait de lobbying. Non, moi, c'est en film d'animation. C'est vrai que je voulais vite en parler, mais c'est vrai que le film, le dernier sur Pagnol, qui est pas présent dans les meilleurs films d'animation, je trouve. Ils en nomment toujours 3 aussi, c'est pour ça. Et pour rebondir sur meilleur film d'animation, moi je trouve que cette année il y avait le moyen. Alors après, je sais pas si c'est pas dans les règlements, mais cette année Arco, pourquoi il est pas nommé en meilleur film tout court aussi ?
Oui, mais surtout qu'il est nommé dans meilleur scénario, je crois. Oui. Ouais, ça c'est parce qu'on ne considère pas le cinéma d'animation à la hauteur. Catégorisations, du coup, il me semble qu'il peut peut-être pas être nommé en meilleur film pour cette raison-là, mais je trouve ça complètement débile ou même meilleure réalisation, c'est complètement con. Et en meilleur scénario original aussi, il y a Franck Dubosc. Pour un ça m'énerve parce que pour moi c'est juste par rapport à son sketch de l'année dernière que moi j'avais trouvé génial, mais là le nommer cette année parce qu'il a fait un once dans le Jura pour ce film qui était pas terrible. Pour une fois il n'y a pas Maxime donc on peut le défoncer, mais non mais je suis d'accord avec toi. Enfin, en plus de ça, le nommer dans le meilleur scénario original quand vraiment les dialogues un simple accident en face d'un simple accident et avec des dialogues qui sont écrits comme si ça sortait de TF1 directement. Mais en plus il devrait être nommé dans meilleure adaptation puisque c'est un plagiat de Fargo, mais alors complètement. Merci de le dire. Arco, du coup c'est pas dans meilleur scénario, c'est dans meilleur premier film qu'il est nommé aussi. Voilà, du coup, ça va, il a pas meilleur film, mais le premier. Ouais, c'est ça. Non, mais n'importe quoi. Mais la catégorie meilleur premier film est assez élevée quand même. Je pense à L'épreuve du feu qui est mon petit chouchou. Il y a Nino qui est très très beau aussi. Arco, La Pampa. Donc ça c'est vraiment aussi assez positif sur la santé du cinéma français à venir et sur les nouvelles générations qui sortent des films vraiment magnifiques. Tout à fait. Merci Jules pour ces actualités aussi excitantes qu'une superbe banane. On passe maintenant au débat de la semaine. Comme chaque mercredi, 3 films sont au programme de nos débats ce soir, dont un singe enragé qui va passer des vacances à Hawaï avec Poutine et Shakespeare, mais il doit faire face au deuil et du coup il va rencontrer Alicia Vikander avec un mec tout nu en laisse. Ouais, j'aime bien ce gag de mélanger des films, j'arrêterai jamais. Mais en vrai, commençons par exorciser le démon singe qui est en nous et parlons de Primate de Johannes Roberts. We're in Hawaii, baby! This is crazy! This is home. There's someone I want you to meet. This is Ben. My hand? He wants to shake my hand? Yeah. Hi, Ben. Oh. Our mom rescued him, and now he's part of our family. Ben, happy. He's kind of cute. Yeah, right? Ben? Did something bite him? Ben? There's something wrong with Ben. Hey, what happened? It's me, Lucy. It's okay. In the pool! Ben can't swim! Lucy, bad. 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 Give me the phone. Try recent calls. Yes, it's ringing. Brad, listen to me. We need help. Oh, you need some help? Send somebody. Go! 911, what's your emergency? You need to send the police. He found me. What's up? You sure this is the right place? Who the hell has a pet chimp? Des vacances sur une île tropicale tournent mal lorsque Ben, un chimpanzé adopté par une famille, devient soudainement violent après avoir été mordu par un animal enragé. Au casting, Johnny Sequoia, Jessica Alexander, Troy Kotsur, Victoria Wyant, Benjamin Cheng, Gia Hunter et Miguel Torres Umba dans le rôle de Ben, le singe. Jules, qu'est-ce que tu as pensé de Primate ? Du coup, moi j'ai beaucoup aimé, enfin du coup on l'a vu ensemble et j'ai trouvé que c'était un film vraiment de série B un peu débile avec un bon budget qui faisait
vraiment bien le taf. Et quand on va voir ce genre de film, on demande du sang, des morts inventifs, et pour le coup, on est vraiment servi. Surtout que les décors sont très sympas, genre la maison avec la piscine au bord du vide et tout, je trouve que ça marchait vraiment bien et qu'ils en ont fait des trucs très cool. La séquence avec Dora et Babouche est extraordinaire. Il faut voir le film juste pour ça. Fabuleux. Et non, j'ai trouvé l'ensemble vraiment très sympa. J'aurais peut-être aimé que le personnage du père sourd soit un peu plus exploité par rapport à Ben, qu'il y ait des trucs un peu plus poussés, mais mis à part ça, j'ai passé un bon moment. C'était un bon film débile. Naomi. Alors moi, vraiment, j'aimerais mentir et dire que j'ai passé un moment désastreux devant ce film, mais ça serait mentir. Ça serait vraiment faux, quoi. Et comme le disait Jean-Jacques Rousseau, parce que évidemment que je dois citer un philosophe, sinon je meurs en fait. Oui, puis c'est surtout important quand tu parles de primates. Exactement. Je préfère être un homme de paradoxe qu'un homme de préjugés. Ça c'est sûr, il voulait pas être une femme, Jean-Jacques Rousseau. Je savais que t'allais faire cette blague en plus. Vraiment, je le savais. Il aurait pu vouloir être un singe. Nonobstant. Je pense que pour lui c'était peut-être mieux qu'une femme. Ouais. Faudra lui demander. Oui, en général. On l'appelle après. On l'appelle. Je peux continuer ma critique? Bien sûr. Ouais, ok. Alors, et voilà, à nouveau, j'aurais voulu vous pondre une analyse philosophique vraiment profonde sur ce film, mais là, non, faut quand même pas exagérer. Mais vraiment, mon Dieu, que ce film est débile, mais dans le meilleur des sens. Honnêtement, j'ai beaucoup ri à certains moments parce que vraiment, dans son genre, il est mais parfait, quoi. On y retrouve tout. Il y a tout dans ce film. Je suis désolée, les effets spéciaux, mais la peau en caoutchouc, on dirait de la pâte à pizza qu'on déchire. Non, mais c'est vrai, on dirait de la pâte à pizza qu'on déchire. Je trouve ça très drôle. Il y a la pétasse qui vient faire chier la personnage principale sur son love interest. Il y a le père qui disparaît pour réapparaître à la fin. Et alors, vraiment, parmi mes moments de highlight dans le film, il y a le fait que le singe est suffisamment intelligent pour comprendre comment fonctionne une clé de voiture, mais pas assez pour savoir comment utiliser une poignée de porte. Et ça, vraiment, pareil. Mais c'est parce qu'il voulait aura farmer et péter la porte. Oui, c'est ça. Ça doit être pour ça. C'est un truc. Et deuxième meilleur moment du film, c'est quand Kate, une des personnages du film, se fait exploser la figure au caillou par le singe dans l'escalier, et on a Anna, un autre des personnages, qui demande où est passée Kate, et 2 minutes après elle monte les escaliers où Kate est morte et aucune réaction. Vraiment, pour moi ce film est un espèce de petit bijou dans son genre. Alors par contre, on va pas se méprendre, c'était nul, hein. Enfin vraiment, c'était vraiment mauvais, mais vraiment mauvais dans le meilleur des sens. Mais c'est pas mauvais dans le meilleur des sens, parce que je pense que c'est le but de cette série B, en fait. C'est vraiment une série B complètement... Elle assume complètement ce qu'elle est. Tu vois, c'est un film qui assume complètement ce qu'il est. C'est pour ça que j'ai passé un bon moment devant le film. C'est-à-dire que le film ne se prend pas du tout pour autre chose que ce qu'il est. Et c'est pour ça que c'est réussi. C'est pour ça que je trouve pas que t'as dit que c'était un mauvais film. Je trouve pas que c'est un mauvais film, parce que dans son genre, il réussit tout ce qu'il veut. Et moi, j'adore le fait que ce soit une série B qui essaie de revenir un peu à ce que faisait Carpenter avec la musique. Genre la musique, c'est complètement Halloween. La mise en scène, c'est complètement inspiré de ce que fait Carpenter. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est hilarant aussi. Le film est tellement drôle. Je suis assez d'accord avec toi, Jules. Je trouvais que c'était assez original de vouloir mettre le père sourd et de nous mettre dans la peau du père sourd, où on n'entend plus rien, et ça a un potentiel horrifique de fou. Mais je trouve que le film aurait pu vraiment aller beaucoup plus là-dedans. Et jouer vraiment sur la tension. On est là en mode, mais le père, est-ce qu'il est aveugle ou quoi? Parce qu'il arrive dans sa maison, il y a des tonnes de gosses qui sont morts, ça doit puer le sang partout, et il y en a un qui s'est fait exploser la gueule sur la terrasse, et puis il faut attendre qu'il monte dans la chambre pour découvrir l'un d'entre eux qui s'est fait arracher la mâchoire. Mais juste cette tension-là de vouloir jouer sur ça, et avec le singe derrière qui pourrait l'attaquer à tout moment, j'aurais bien voulu qu'on travaille un peu plus là-dessus. En plus, il l'utilise pour une séquence comique aussi, qui est extrêmement drôle, la séquence où ils utilisent la surdité du père pour faire en sorte qu'on voit le singe derrière qui fait un massacre. C'est très très drôle. Je trouve que le film est vraiment vraiment bien dans son genre. Enfin, je pense que c'est vraiment pour les fans de série B, mais je pense que ça fait du bien aussi d'avoir des films de ce genre. Oui, ça fait du bien de voir des films un peu... De voir des singes, putain. Mais d'ailleurs, parlons du singe, parce que cette icône, bien sûr, Ben. Moi, j'ai eu de la peine pour le singe. J'ai eu de la peine pour le singe, parce qu'en fait, il n'a rien demandé.
Oui, enfin, il a juste la rage. Oui, il a juste la rage. Mais du coup, c'est terrible parce qu'on essaie de te créer un attachement avec la famille au début en disant en fait, il est là depuis qu'ils sont enfants, tu vois. Et après, il commence à tuer tout le monde parce qu'il a la rage. Je trouve que c'est terrible. Et ils ont pas tant joué sur cette carte. Bah ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quand même vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'empathie. Enfin, dans le sens où... Oula, pardon. J'ai eu de l'empathie quand il l'a traité de sale connard. J'ai fait... Oh. Ouais, moi j'ai eu de l'empathie quand elle a dit mais t'as pas un flingue qu'on le bute là. Là j'étais et du calme, ma soeur. C'est la connasse en plus. C'est la grosse connasse. C'est la connasse qui a volé le love interest qui d'ailleurs pas de spoil mais super mort extraordinaire. Ah là là. C'est là où je dis les décors étaient trop bien. C'est le potentiel a été utilisé. Les mises à mort de manière générale sont vraiment vraiment bien. Oui. Mais t'inquiète pas, le singe, même si t'as de la peine, dans le 2, il va ressusciter. Oui, il va ressusciter, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Non, ils ont pas prévu le 2 encore, mais ils vont faire ressusciter dans le 2, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Non, en vrai... Méchant. Je trouve qu'il... Il a sa petite tablette. Lucie méchant. Non, en vrai, ils auraient pu un peu plus jouer sur la carte, effectivement, il est là depuis longtemps. Bien sûr. Parce que, personnellement, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher au singe en lui-même, parce qu'on le voit pas assez. Parce que c'est un singe, déjà, peut-être. Oui, à mon avis, il y a beaucoup de ça, mais pour moi, il n'y a pas assez ce travail-là. Il est un tout petit peu quand Lucie rentre chez elle, elle va voir sa sœur, et puis en fait, il y a le singe, et tu comprends que voilà. Mais on jette trop vite là-dedans. Et puis, vous en parlez pas, mais il y a un super discours dans le film quand même sur le fait que bah voilà, c'est un singe qui tape la gueule d'une meuf qui s'appelle Lucie. Lucie, c'est la première femme, c'est hyper fort, tu vois. Non, j'ai pas vu le film. Non mais j'ai bien aimé ton intervention. Ouais, j'y avais pas pensé. Moi, je pense que le réalisateur n'y a pas pensé non plus. Non, je pense qu'il a pas pensé à grand chose, si je peux me permettre. Si, il a pensé à ce que son film soit efficace. En fait, il a pensé à Babouche. Il a pensé à Babouche. Il a pensé à mettre Babouche. Oui. Non mais c'est ça, en fait c'est un peu le même plaisir que tu prends quand tu regardes Terrifier, tu vois. Ah oui, mais c'est bien sûr que c'est bête, mais ça t'offre un spectacle gore ultra divertissant et c'est assez génial à voir. T'es satisfait pourquoi tu te déplaces quoi au final. Exactement. Ah si, et vraiment je suis désolée mais le huis clos piscine, qu'est-ce que je m'y attendais pas. Le huis clos piscine, je me suis dit non il va pas le faire, si il va le faire, il va le faire, et alors je suis désolée hein. Alors je l'avais jamais vu encore le huis clos piscine. Personnellement je l'avais pas vu, par contre c'est pas forcément à refaire. À un moment il la laisse dans la piscine, dans la piscine tout seul. D'ailleurs elle est en train de se vider de son sang mais tout va bien, mais non pardon, il lui a prêté sa chemise pour faire un garrot très sexuel à ce moment-là, si je puis me permettre. Pour finir, je veux juste parler quand même du masque, encore une fois, parce que du coup, le singe n'est pas un singe en CGI. Non, c'est un mec dans un costume avec un masque, et le masque est dingue. Oui, c'est vrai. Le masque est vraiment, vraiment très, très impressionnant. Je pense que tout le budget est parti dedans. Oui. C'est vraiment dingue. Bon, bah écoutez, merci. Merci d'avoir parlé de ce film de singe avec moi. On passe à notre première pause musicale et d'un singe à un autre. Robbie Williams a sorti ce mois-ci son nouvel album Britpop. J'ai pas du tout son t-shirt. On s'écoute alors une chanson de ce nouvel album extraordinaire qu'il a fait battre des records en Angleterre et qu'il a fait notamment battre un record des Beatles. Mais allez. I accept your cookies, I'm accepting them all. And that second-hand smoke from kissing Laura Bacall. I accept your politicians, I accept your attacks. They accepted everything, man, now fucking relax. I don't condone bad things, I condone what's nice. And if it's really, really good, then I'm condoning it twice. And if it's really, really good, then let me pick up a mic. And if I'm really, really good, then let me sing what I like. And it's a lie that you like. I'm singing lies that you like. You gotta bite your tongue. Stop. Wham bam, ain't in a scam. Afghanistan and Vietnam. I accept your battery tactics. Plasticine and plastics. Unknown raised on a bottle. Violence and kisses and cuddle. Mixed with some secondhand sadness. Embrace the madness. I accept your limitations, I accept your pretense. And I accept it all completely, though it makes no sense. And I accept that I've accepted something I don't like. You've accepted that I'm lying, but it's a lie that you like. I think the lies that you like. It's a lie that you like. I just bite your tongue.
Alors attends, parce que j'ai perdu mes fiches. Vous êtes bien de retour sur The Cinema Show spécial singe. Hop, attendez, parce que je dois changer mes fiches. Oh non, je suis pas dans le... Il a les capacités d'imprimante. Pardon. Ça, c'était l'happening de Hugo la semaine dernière. Hein, Hugo, une imitation de singe, peut-être? Non, il veut pas. Non. Bon, d'accord. Ah mince. Bref, on va continuer le débat en parlant du nouveau film de Olivier Assayas avec Jude Law qui joue Vladimir Poutine. Oui. What matters in Russia is your proximity to power. Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin. I want to be part of my time, not just a witness. Stop making up stories. Start creating reality. We need to invent something new. Russia needs a different brand of politician. He's young, athletic. He's a spy. KGB. Vladimir Putin. What interests me is power. I cannot be subservient to anyone. Our goal is chaos. We'll get into people's heads. We'll build the myth that the Russians are controlling the modern world. We are its masters. You're using your black magic in the service of power? It's a game. Politics is the only game worth playing. How miserable. The Americans, they treat me like I'm the president of Finland. What would you have me do? They're vicious animals. They come from the void. They've transformed me into the devil. You won't save your soul. We need to inspire fear and fury. Be careful, or you might fall flat on your face. No one is safe in Russia. What about you, the wizard of the Kremlin? I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war. Russie, dans les années 90, l'URSS s'effondre dans le tumulte d'un pays en reconstruction. Un jeune homme à l'intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D'abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur tsar Vladimir Poutine. Au casting, on retrouve Paul Dano en Vadim Baranov, Jude Law en Vladimir Poutine, Alicia Vikander en Ksenia, Jeffrey Wright en Rowland, Wilkin en Boris Berezovsky, je sais trop bien dire les noms russes, je suis fier de moi, Tom Sturridge en Dmitri Sidorov et Andrei Zayats en Igor Sechin. Simon, parce qu'on a changé. J'ai changé. Simon, ton avis sur le match du Kremlin? Franchement, je sais pas si j'aurais des choses très intéressantes à dire sur ce film. De toute façon, à la base, je ne devais pas être dans cette émission. Donc voilà, j'avais pas de choses intéressantes à dire, mais je suis là, donc je vais essayer d'en dire. Commençons déjà par le commencement. On est quand même face à un film français avec des acteurs anglais, américains qui jouent des Russes. Bon, déjà le camoulox de départ est sympa. Moi, Olivier Assayas, donc qui réalise le film, je suis pas un grand fan de son cinéma, alors que c'est un réalisateur français qui est quand même assez coté. Je me suis toujours fait chier devant ces films, et celui-là, il déroge pas à la règle. Après, il dure 2h25, donc quand j'avais vu 2h25 d'Olivier Assayas, je m'attendais quand même à pire. Je trouve que le film est quand même... Il y a plein de petites anecdotes en fait sur le pouvoir russe, mais il dit des choses qu'on a l'impression on est tous un petit peu au courant. En tout cas, il enfonce des portes ouvertes, et il n'y a pas non plus de révolution dans son film, ce qui me fait dire que c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et finalement c'est pas si intelligent que ça ce que je dis, puisque moi aussi j'enfonce des portes ouvertes sur ce long métrage. J'attends de voir aussi ce que vous avez à dire sur ce film. Oui, je l'ai pas du tout défendu. 2h20 qui passe au final pour du Olivier Assayas, voilà ce que je peux dire. Jonathan. Je rejoins un peu Simon. Je trouve que la carte de Assayas est assez inégale, et sur celui-ci je trouve que sa grand-mère cinématographique
s'appauvrit, mais assez considérablement, ce que je trouve le film. Sa grammaire, j'avais entendu sa grand-mère. J'ai entendu sa grand-mère aussi, mais je me suis dit... En plus, il est âgé, Olivier Assayas, sa grand-mère, je sais pas si elle a encore envie. Mais je trouve que ça s'appauvrit, il y a très très peu d'idées de mise en scène. Alors oui, c'est un film qui est tenu, mais je trouve qu'il essaie de le tenir, notamment avec sa voix off, qui est omniprésente, et je trouve qu'il devient un peu agaçante. Je suis assez fan généralement des récits des avec procédés des voix comme off, ça. mais... Oui, parce que pour présenter, c'est donc Jeffrey Wright qui a écrit un livre à la base sur tout autre chose, mais qui est invité par le personnage de Paul Dano, et Paul Dano lui raconte son histoire en fait. Oui. Et donc on suit ce va-et-vient entre le flashback et le présent. Et le présent, mais avec une voix off qui est omniprésente, qui tient le récit. Donc oui, le film est tenu. Bon, en fait, il est tenu en termes de rythme, mais je trouve que c'est tellement bavard, c'est tellement jonché d'anecdotes tout le temps, que ça finit par devenir un peu ennuyeux, quoi. C'est assez paradoxal comme sensation. Et du coup, je trouve qu'aussi le film finit par ne pas raconter grand-chose dans le fond politique de ce qu'il pourrait raconter de Vladimir Poutine. Et je trouve même que des fois, il pourrait faire même un contre son camp, où en le montrant de la manière dont il montre Poutine, je trouve qu'il y a... c'est le seul, en fait, qui a une vision politique claire, et j'ai l'impression que le reste, ce ne sont que des pantins opportunistes qui voient la politique comme une espèce d'opération de com un peu facile, et le film, en fait, joue vraiment beaucoup avec ça, et en fait, je trouve qu'au final, il me raconte rien vraiment de la Russie, il me raconte vraiment pas grand-chose de Poutine, ni du pouvoir politique, et en final, je sors de ces 2h30 sans m'être trop ennuyé, sans m'être trop intéressé. Et au final, qu'est-ce que j'en retire ? Pas grand-chose. Et sur un film qui nous promet quand même voilà, les coulisses de l'ascension de Poutine, je trouve que c'est hyper décevant quand même. Les promesses et le résultat, c'est assez vertigineux. Mais même sur le personnage de Paul Dano, donc Vadim Baranov, tu sais même pas où il veut nous emmener finalement. Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire sur ce personnage, comment on doit le ressentir. Et comme tu disais, les scènes en fait elles ont toutes un peu le même pattern. T'as Paul Dano qui a introduit la scène, t'as un discours avec t'as un échange de dialogue entre deux ou trois personnages. À l'intérieur de cet échange, il y a une anecdote, et puis on passe à autre chose. Et c'est ça, on continue pendant 2h20, et c'est assez long. Et la scène dont on parlait en off sur les Daft Punk, où t'as l'anecdote de Vladimir Poutine ne connaît pas les Daft Punk qui vont performer à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Sochi en 2014, c'est exactement ça, quoi. C'est ça pendant tout le film, c'est un peu long. Le principal problème du film, pour moi, c'est que vraiment, il essaie quand même de foutre en 2h30 plus de 30 ans d'histoire, la montée d'un homme politique hyper puissant, la restructuration même du pays au travers du coup juste d'une voix off et d'un personnage qui raconte cette histoire. Et que oui, moi je vous rejoins complètement sur tout ce que vous avez dit. Vraiment, c'est pour moi le film, à vouloir trop en dire, en fait, on n'en garde rien, parce que c'est tellement un cafouillage total que on sait plus quoi garder d'intéressant, et même ça va tellement vite qu'au final ça reste presque tout le temps en surface de son sujet, je trouve, et on n'en garde rien d'intéressant, de vraiment profond sur cette politique qui s'est construite pendant plus de 30 ans. Et moi, juste un truc à rajouter, c'est vraiment, je trouve, la fin d'un cliché, mais terriblement nul. Vraiment, je trouve, il n'y avait vraiment pas besoin de faire cette fin sans rien dire dessus. Je trouve ça ridicule, pour le coup. Le système, c'est le système qui a fait ça. Alors, avant de faire comme vous et de parler des problèmes du film, moi j'aimerais quand même parler des problèmes du livre de base. Non, parler de la performance de Paul Dano, parce que je suis une très très grande fan de Paul Dano, et à chaque fois que je vais voir un film où il est dedans, je me demande toujours ce qui va me servir. C'est-à-dire que vraiment, avec Paul Dano, on ne sait jamais, et c'est toujours très différent, il fait des personnages différents, il joue de manière différente à chaque fois, mais toujours en gardant une patte qui est la sienne, qui est cette espèce de douceur très enrobante. Ça se dit pas du tout, mais... Il joue quand même souvent des personnages qui sont un peu ambivalents. Non, dans The Fableman, il jouait pas un personnage qui était ambivalent. Non, mais dans Prisoners, dans The Batman, dès qu'il fait des méchants, un peu, je trouve qu'il y a toujours ce truc Miss Sunshine, Non, mais quand il fait des méchants, il y a toujours ce truc de... il est méchant, mais bon, il a ses raisons, tu vois. Je trouve sa carrière quand même est riche. Je suis d'accord avec Naomi. On le catégorise sur ses rôles méchants très connus, mais en vrai, il a quand même tout un truc à côté.
personnellement, je le connais pas que pour ses rôles de méchant. Après, encore une fois, j'ai vraiment exploré une très 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 grosse partie de sa filmographie. Mais donc là, il arrive avec une performance qui est très particulière et qui, à mon avis, peut ne pas du tout plaire. Parce qu'il a cette façon de parler pendant tout le film qui est assez plate comme ça et très presque il vient nous susurrer des mots à l'oreille. Clairement le micro-cravate a été utilisé pendant tout le film parce qu'il est très proche de toi et du coup ça vient rajouter l'idée du personnage manipulateur. Par contre je pense qu'à certains moments, le réalisateur ne savait pas comment le diriger parce qu'il y a quand même quelques petites fautes, notamment, je suis désolée, mais alors la scène de soirée au tout début, elle va me rester en tête. J'aime bien quand les réalisateurs, ils essayent de faire jouer des rôles d'âge différents à Paul Dano parce qu'il a cette espèce de visage où t'es là, oui, effectivement, il peut paraître jeune comme il peut paraître vieux. Mais là, j'avoue, clairement, ça fait un bon moment que le réal n'a pas été en soirée parce qu'il ne savait pas comment lui dire comment il fallait agir en soirée et la scène me restera en tête. Mais alors... tu connais pas, c'était des soirées des années 90. Oui, pardon, excusez-moi. Donc t'étais pas né. Non, j'étais pas né. Des soirées des années 90 en Russie. En Russie, excusez-moi. Alors ça, c'est pour les points positifs parce que vraiment, pour moi, la performance de Paul Dano est un point positif dans le film. Par contre, là où ça pose problème, c'est vraiment dans le discours qui est délivré dans le film. Enfin, il faut quand même parler de l'éléphant qui est au milieu de la pièce. C'est un film qui est d'une naïveté, soit d'une naïveté très profonde par rapport au discours qu'il délivre sur la Russie, soit qui est pro-Poutine. Non, il faut quand même dire les choses parce que ce qui est donné comme discours dans le film, c'est ce que le gouvernement de Russie et ce que Poutine essaye de faire croire au monde occidental depuis très longtemps. C'est-à-dire que eux, c'est des hommes forts et que c'est la violence qui gagne et tout ça, ce qui dans la réalité n'est pas le cas, surtout pas en ce qui concerne le gouvernement de Russie. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Voilà. Elle parle à Poutine. Elle parle à Poutine. Je parle à Poutine. Jus de l'eau. Mais elle dit ça alors qu'elle le connaît. J'ai ma chapka. Effectivement, ça veut dire que je connais, je connais Poutine. Clairement. Bien sûr. Non, mais... Dès qu'on te voit, on pense au mage du Kremlin, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et à Poutine, quand même, plus particulièrement à Poutine directement. Non, mais vraiment, le film fait preuve d'une naïveté qui est déconcertante par rapport aux propos qu'il délivre. Et on a la construction d'un personnage de Poutine qui est quand même vraiment à l'image de lui qui est sur son ours, même si on voit pas de Jude Law sur l'ours, de cette espèce de mec qui s'arrête jamais, qui va jusqu'au bout, qui est d'une froideur et tout ça, et sans faille et sans rien, qui est prêt à tout, et c'est quand même un problème parce que c'est ce qu'essaye de nous faire croire la Russie, c'est-à-dire ils essayent de fournir la peur. Et c'est un film qui te fait croire à cette peur de l'invincibilité des Russes. Et ça pose un problème. Et alors, éthiquement parlant... mais t'as des preuves du contraire. Bah oui, elle le connaît. Je trouve la fin appuie aussi énormément ce truc-là. Oui, complètement. C'est vrai que ça va jusqu'au bout, quoi. La fin est... En plus... je suis désolée, le monteur, je sais pas si c'est le monteur ou si c'est le réal, mais vraiment, faut faire un truc parce que j'ai trouvé le montage horrible. Les scènes, les fondus au noir. Je trouve que Je trouve que c'est très Assayas. Ouais, après, je crois que j'ai pas vu d'autres films de ce réal, donc, mais les plans sont coupés n'importe comment, mais par contre, je crois que éthiquement parlant, ce qui m'a le plus choqué, c'était les titres. Et la police la qui typo, est la typo à chaque fois, ça m'a surpris aussi, parce que je suis désolée, c'est peut-être moi qui l'ai perçu comme ça, mais pour moi ça fait référence à l'univers du jeu vidéo. Et alors ça vraiment fait tellement rupture de ton. Ouais, et je suis désolée, mais comparer la politique russe à un jeu vidéo, c'est éthiquement très problématique. Voilà. Après, est-ce que il a déjà touché le manette de sa vie? Je crois que c'était pas fait exprès. Oui, mais alors à ce moment-là, à nouveau, on revient sur le truc que c'est un film qui est très naïf sur son propos politique. Bah justement, c'est que j'ai vu qu'Assayas disait en interview qu'il connaissait, avant de s'intéresser au film, il connaissait pas grand-chose ni à l'histoire de la Russie, ni à Poutine. Ça se voit. Et du coup, je trouve que ça se ressent terriblement en fait. Il a coécrit le film avec Emmanuel Carrère. Merci. Qui du coup, lui, avait ces connaissances-là. Mais ça se sent qu'il y a un manque de maîtrise et il y a, oui, comme tu le dis, en fait, politiquement, il finit par mettre un but contre son camp. Parce que c'est vrai que Poutine, moi je trouve même, c'est le seul qui a une... Alors effectivement,
qui a une ligne. Mais en vrai, c'est vrai, parce que les autres ne sont que des personnes fascinées par l'enrobage de la politique, tout le côté superficiel. Poutine, c'est le seul qui a une vision politique, qu'on soit d'accord ou pas. Dans le film, manière générale, tu veux dire. Voilà, on extrait maintenant ce passage. C'est ce que tu penses, on est d'accord. Après les singes. J'ai pas envie de me faire Poutine. tuer, je suis. Non, mais voilà, je trouve que du coup, c'est comme ça qu'il présente dans le film. Et effectivement, ça finit par créer un contre-discours un peu bizarre. Et l'autre truc qui m'a, moi, vraiment perturbée, c'est que donc on est face à un personnage qui est censé être le conseiller, le spin doctor, en fait, d'une manière ou d'une autre, de Poutine. Très belle chanson. Faut quand même dire les choses. Est-ce que l'un d'entre vous a eu l'impression qu'il conseillait Poutine ? Pour moi, il prenait beaucoup de conseils, il entendait beaucoup les gens, mais il faisait pas grand-chose, ce mec. Hein. C'est vrai. Vraiment, il passe la plupart... Ça passe très vite sur comment il arrive à gravir les échelons. C'est tout le problème du film qui raconte rien. Il raconte rien du tout. Il montre juste les choses qui se déroulent au fur et à mesure, voilà, et c'est tout. C'est assez scolaire, en fait, au final. Oui, et je trouve ça assez curieux, parce qu'il y a cette phrase dans le film où il dit « Je ne veux pas être un observateur, je veux être un acteur de mon temps ». Et en fait, on passe tout le film à le voir en tant qu'observateur. Il y a quand même un truc, il faut doser. Moi, ça m'intéressait de voir. Tu sais, il y a un petit côté, et c'est là où c'est problématique aussi, mais un peu un petit côté de fascination, tu vois. Et ça pose problème aussi. Mais petit côté de je vais voir les coulisses, machin, et puis au final, tu vois rien du tout, et tu ne comprends rien du tout. Et un petit mot sur Jude Law quand même, que je trouve vraiment pas bon du tout. Quoi. Non, il est pas bon. Il est dans une caricature. Le casting en général n'était pas. Ouais. Si, il y avait Paul Dano. Je mourrais sur cette colline. Non, mais on peut quand même noter qu'ils n'ont pas fait le truc de jouer l'accent russe. Oui, mais ils parlent jamais russe, sauf dans une archive. Voilà, c'est tout dans le film. Il y a une archive où il parle russe et sinon il parle pas russe. Donc oui, c'est super bizarre quand l'archive elle arrive et que ça parle russe. Quitte à assumer le fait de le faire en anglais, c'est vrai que c'est bien de pas jouer la carte de l'accent russe, quoi, parce que sinon ça aurait été vraiment très problématique. Mais alors, moi ça m'a vraiment posé un problème, par contre, le fait qu'il parle anglais pendant littéralement tout le film, jusqu'au point où les musiques qu'il y a dans les films, quand il chante, c'est aussi en anglais. Et ça m'a posé un petit problème, et juste je ne pouvais pas y croire, et en particulier avec Jude Law, parce que il a une façon de parler, des façons de prononcer les choses et de juste de parler. Tu n'y crois pas. Le moment où il dit "Call this motherfucker", bah non. Non, j'imagine bien qu'effectivement Poutine pourrait employer ce vocabulaire, mais ça serait pas prononcé comme ça serait pas ressenti de cette manière. Enfin, il y a beaucoup de choses où tu sens que ça reste un acteur anglais et il arrive pas à s'en détacher, quoi. Et bien sûr, connaissant Poutine, c'est ton domaine d'expertise. Effectivement. Bon, merci pour ce débat. On termine avec notre dernier débat avec le nouveau film de Chloé Zhao, Hamnet. Tell me a story. What story would you like? Something that moves you. Is it true you know everything about a person by touching them here? Not everything. You touched me here. What did you see? I saw a landscape. Saw a landscape? Mm-hmm. Spaces, caves, tunnels and oceans, undiscovered countries. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Deep, dark, black void. Only breathe. What do you see? What do you see? You will live. Angleterre, 1580, un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universel. Au casting, Jessie Buckley, Faith Delaney, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn.
Smiley Bradwell ou encore Jacoby Jupp. Jonathan, c'est toi qui commence. Je sais que tu as envie de débiter. Ouais. Revenez dans 2 heures pour voir la fin du débat. Non, mais je voulais quand même remettre un petit peu de contexte sur qui est Chloé Zhao et son cinéma. Je trouve que c'est un cinéma assez fascinant, un cinéma des espaces qu'elle filmait avant, celle des plaines américaines, et c'est un cinéma des marges de la société américaine notamment, qu'elle a toujours filmé avec un amour de la contemplation et un réalisme brut et beaucoup de lyrisme et de douceur. Et avec Hamnet, bizarrement, là, elle est sur un autre registre parce qu'elle répond à une commande qui est confiée par Steven Spielberg et Sam Mendes, rien que ça, et dans lesquelles elle n'est pas l'initiative du projet, mais dont elle écrit le scénario avec l'autrice du livre Maggie O'Farrell. Et pourtant, on retrouve son amour des espaces qu'elle filme là, cette fois-ci, ceux du Royaume-Uni, et l'amour des personnages qu'elle traite quand même avec beaucoup de finesse. Et je trouve qu'il y a toujours ce regard délicat qui, des fois, pourrait flirter avec le mièvre, mais je trouve qu'elle arrive toujours à garder une bonne distance avec l'émotion. Et moi, ce film a été une déflagration émotionnelle assez intense. Je trouve que le film, déjà, il est assez étonnant. Moi, il me saisit au début par une poésie étrange, un peu même macabre. Je sens qu'il y a la mort qui rôde autour. Et le film arrive à transmettre un peu ça de manière assez fine. Et je trouve aussi assez intelligent la manière dont elle a de construire son récit, de manière assez minutieuse, où elle délivre pas toutes ses cartes. On commence avec une alchimie, avec un amour brûlant, et après le film va vers ailleurs. Et la manière dont elle arrive à mettre les pièces du puzzle pour au final arriver à cette espèce de fin comme une espèce de climax émotionnel très fort. Je trouve que la manière dont elle a eu de construire le film est assez malin dans sa gestion émotionnelle. Et voilà. Et après, bon, c'est vrai que c'est un film qui fait le choix il a une lecture mélodramatique très assumée qui, je pense, peut mettre à distance des spectateurs si on n'est pas fan de ce genre-là. Mais elle l'assume et elle le fait quand même, je trouve, avec beaucoup de brio. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment un film formidable qui confirme que c'est l'une des réalisatrices les plus talentueuses de sa génération, et elle le prouve encore une fois. Et ça, Jonathan, il le disait déjà dans Cinémascope avant. C'était le premier sur Chloé Zhao, c'est lui. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est Jonathan. Voilà. Wow, vous êtes si vieux. Naomi, allez-y, battez-vous. T'es sûr que tu veux... Battez-vous. Ok, d'accord. Déjà, je commencerai quand même par dire que même si je vais critiquer le film, je l'ai quand même apprécié, et c'est quand même un très beau film, en tout cas en termes sur l'image, et que Jessie Buckley est absolument phénoménale. Vraiment, elle m'a pris au cœur, et je me suis retrouvée à certains moments à arrêter de respirer en même temps que le personnage. Enfin, en termes de jeu d'acteur, il n'y a rien à dire, elle est phénoménale. Mais voilà, pour reprendre mon expression du début, je vais quand même parler de l'éléphant au milieu de la pièce, parce que... Il y a Poutine encore ? Non, non, mais par contre... Il y a un singe ? Non. Oh. C'était un éléphant, j'ai dit. Ouais. Un éléphant. Ouais, je suis déçu. En fait, il faut quand même parler du problème du film. Il y a un espèce de faux féminisme qui, moi, me fatigue, et en fait ça m'a fait marrer parce qu'au début je suis sortie du film encore très touchée par la scène de fin où j'ai pleuré, et j'étais en désaccord avec ma mère qui elle était restée aussi assez perplexe. Encore ta mère, j'ai l'impression que c'est comme la femme de Colombo, elle existe vraiment? Oui, ma mère existe vraiment. Parle pas mal de ma mère par contre. Mais faut que tu l'amènes. Ni de la femme de Colombo. Alors, elle serait très contente de venir. Je sais qu'elle serait très contente en plus. Eh ben, on lui lance une invitation. T'as entendu ça, maman? Tu peux venir. Non, mais par contre, on est face à un personnage qui, derrière l'idée de vouloir correspondre à l'adage « derrière tout grand homme se cache une grande femme », qui essaye de replacer au centre du récit la femme de Shakespeare dans le rôle qu'elle a eu, sur l'écriture de Hamlet, en fait, on se retrouve quand même malgré tout avec un film qui oppose le deuil très très émotionnel, et à raison, de cette femme au génie artistique de son mari, qui lui a réussi à en faire une œuvre d'art. Elle n'a pas été capable de le faire, et à la fin, elle se retrouve comme envahie par ses propres émotions face à son mari qui lui livre cette espèce de moyens d'accueillir le deuil que elle n'a pas réussi à faire toute seule. Et alors là, je sais très bien que Jonathan, tu n'es pas d'accord avec moi, mais... C'est pas le seul. Bah oui, je sais, mais non, mais par contre, je suis désolée, c'est un fait. On est face à un personnage qui est vraiment profondément qu'émotion et sensation, et ça, je suis désolée, ça me pose problème. Et alors, de manière très cynique, le film a l'air de s'en rendre compte lui-même, puisque il fait une gigantesque erreur anachronique à un moment très précis, qui est d'habiller
Agnès en blanc pour son mariage. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais l'idée de s'habiller en blanc pour son mariage, c'est la reine Victoria qui l'a mis au goût du jour. Avant ça, personne ne le faisait. Et donc, c'est arrivé C'est une précurseuse, c'est pour ça. Non, c'est arrivé en 1840. Le film, il se passe au XVIIe siècle. Donc, mettre Agnès en blanc, ça pose problème. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est juste pour mettre en avant la tradition, le rite, tout ça. Non, moi, ce qui me pose problème, c'est la symbolique derrière la robe blanche, c'est-à-dire la virginité et surtout la pureté et la naïveté. C'est-à-dire que le film, c'est comme si lui-même se rendait compte cyniquement qu'il est en train de dresser un personnage d'une naïveté profonde par rapport à son amour et tout ça. Et alors, j'aimerais quand même aborder le thème de l'accouchement, parce que, comment vous dire ? C'est pas nouveau, le cinéma, il adore représenter l'accouchement comme un moment... Dans ce film, il n'y a pas de cordon ombilical. Dans les Anglais, oui, pas de cordon ombilical. Oui. Alors ça m'a perturbé. Mais c'est comme ça, c'est comme ça chez les Anglais. C'est une sorcière. Mais non, c'est comme ça chez les Anglais. Mais dis-toi que vraiment, ça fait partie des... Je crois que c'est le seul commentaire que j'ai fait à ma mère pendant le film, c'est que je me suis tournée vers elle et j'ai fait, il a pas de cordon. J'ai dit la même chose à Jules. Il a pas de cordon ombilical. Non, par contre, mais c'est les Anglais, ils sont comme ça. Par contre, vraiment, il y a une représentation de l'accouchement qui... moi, me pose un petit peu problème, notamment parce que, en fait, voilà, faut être honnête, c'est un héritage du male gaze que de considérer que l'accouchement, c'est un moment, c'est un état de... Pardon, j'ai perdu mes notes, excusez-moi. Ouais, c'est un événement absolument terrifiant, douloureux, transcendant, surnaturel. Et ça, je suis désolée, ça fait partie du male gaze. Et voilà, je l'assume. Parce que si vous parlez aux femmes qui ont accouché, en général, elles vont vous dire que là où c'est le plus douloureux, en fait, c'est les contractions. C'est pas le moment où il faut pousser. Le moment où il faut pousser, c'est pas une partie de plaisir. Personne vous dira que c'est super. Mais la vraie douleur, c'est avant. Et moi, ça me pose vraiment problème parce qu'en fait, l'idée de représenter l'accouchement comme un moment surnaturel, bestial et de douleur, ça ne vient que corroborer l'idée de la genèse de « tu accoucheras dans la douleur ». Et à nouveau, c'est une imagerie de la femme qui vient la réduire. C'est une imagerie de la femme et de son anatomie dégradante et punitive et qui la renvoie à l'état bestial, donc à nouveau à un état sensoriel et émotionnel. Après, le cinéma en général triche toujours sur plein de choses. Oui, certes, mais là, comme on est face à un film qui nous promet d'une manière ou d'une autre une vision plus féministe de l'histoire d'Hamlet, je suis désolée, moi ça me dérange. Il y a eu des films qui... Jamais ça a été son propos. Hein. Jamais. Alors ça sert à quoi d'avoir parlé d'Agnès alors Mais en fait, je pense que tu as une interprétation en fait des éléments du film, mais à aucun moment tu dis qu'elle n'est qu'émotion. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est un personnage qui est hyper complexe. Ouais. Bah dis-moi. Mais en fait, c'est une question d'interprétation qu'on a sur le film. C'est ça qu'il veut dire. Mais c'est que c'est un personnage, elle n'est pas qu'émotion. En fait, c'est le personnage qu'on suit du début jusqu'à la fin. Et en fait, le truc, c'est que le fait de dire que on oppose de l'émotion au génie, en fait, mais c'est juste que comment dire, l'histoire. Comment dire, ça serait quitter l'émotion, retirer l'émotion à Shakespeare. Et comment dire, l'appuyer d'autant plus sur celle de son personnage, enfin le personnage féminin de Jessie Buckley. Et je trouve que c'est pas du tout la bonne lecture à avoir sur le film. Non, par contre, je préfère préciser un truc. Pour moi, justement, c'est là que c'est perverse, ce film. C'est-à-dire qu'il va te faire croire qu'on n'est pas dans cette espèce d'image de la femme qui n'est que émotion et sensation, parce que finalement, William Shakespeare l'est aussi, les seules scènes où on le voit le travailler, lui aussi, il est très émotionnel et trucs comme ça. N'empêche que c'est juste pervers parce que derrière lui il a réussi à mettre en place, il a réussi à travailler, il a réussi à mettre en place une pièce. Mais oui, c'est ça, il faut le remettre dans son... Non mais merci, vous allez quand même pas m'apprendre quelle était la place des femmes en Angleterre à cette époque-là. Justement, c'est là aussi où c'est perverse. C'est parce que là aussi, on a un film qui essaye de nous dire voilà à quoi ressemblait une femme à cette époque-là, tout ça pour finalement à nouveau la réduire. Je suis désolée, ça pose problème. Au contraire, moi je trouve qu'il montre pas comment une femme était à cette époque-là, parce que c'est une femme hyper forte par rapport à tout ce qu'elle vit, et par rapport par exemple à la mère de William Shakespeare, qui elle est dans les codes de cette société du XVIe siècle, sa femme William, elle va juste vivre plus comme elle l'entend. Oui, mais quand tu dis vivre, elle le vit comment ?
C'est-à-dire que, à nouveau, je suis désolée, on revient sur la question de l'émotion. C'est pas parce que tu vas à l'encontre des codes que tu le fais. Là, quand elle va à l'encontre des codes, elle le fait émotionnellement. Après, là, on enterre le débat que sur ce truc-là. Ouais. Moi, tu sais, j'ai pas aimé le film. Bah, si, j'ai bien aimé le film, mais c'est sûr que je l'ai pas aimé autant que Jonathan. Et je l'aime moins pour des raisons que tu as avancées. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est que dès le début, le personnage de Paul Mescal, en fait, j'y crois pas à leur interaction ensemble, et j'ai aucune empathie envers les deux personnages, ce qui fait que je ressens pas toutes les émotions que vous allez ressentir au fur et à mesure du film. Et puis le final, même si franchement il fonctionne et tout, mais Max Richter, on l'a entendu 1000 fois, son Nature of Delight, Lucas va te tuer, hein. On l'a entendu 1000 fois dans 1000 films différents, dans des séries différentes, à des niveaux d'utilisation différentes, et là ça fait un peu beaucoup. Quand tu l'entends en fait arriver à ce moment-là du film à la fin, moi ça m'a sorti un petit peu, parce que je me suis dit putain, toujours pareil quoi, alors qu'il compose aussi la musique, mais tu vois, il aurait pu composer un nouveau thème, mais sûrement qui n'atteignait pas le niveau que voulait Chloé Zhao pour son final. Et ouais, je pense que c'est un film que j'aurais voulu beaucoup plus aimer, et c'est ça qui m'a déçu. Bah écoutez, vous pourrez retrouver Naomi et Jonathan demain dans une cage. Ils vont se battre à 20h. Vous avez raté nos débats, pas de soucis, on va vous résumer tout ça dans les tops de la semaine. Et si César, on commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe TCS. Naomi, ton top 1? Bah ça reste Hamnet. Jonathan? Hamnet, évidemment. Bah Hamnet aussi. Jules? Hamnet. Et moi, ce sera bien entendu Primate. Donc en numéro 3, on retrouve Primate de Johannes Roberts. En numéro 2, on retrouve Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas. Et en numéro 1, c'est bien Hamnet de Chloé Zhao. Alors faisons briller Jonathan et ses 400 films vus par semaine. Vas-y, parle-nous très vite, vraiment un mot de chaque film que tu as vu. Très vite. J'ai vu Christie and His Brothers, c'est un joli premier film irlandais qui compense son chemin prévisible du film social anglo-saxon par un regard très touchant sur ses personnages. C'est sans misérabilisme, sans emphase, mais avec sincérité. Et bon, je vais en tout autre, mais je vais parler de Amour Apocalypse, qui est drôle, tendre et atypique. C'est une nouvelle boule de fraîcheur qui nous vient du Québec et qui fait de nos anxiétés contemporaines une source douce amère tout à fait délicieuse. Voilà. C'est tout ? Allez, non, je m'arrête là parce que sinon, on a pour demain. Bah, on va alors accueillir notre invité de la semaine. Can she be late for her On va interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Ce soir, c'est donc Camille Ginès de Boly Ciné Montpellier qui est en plateau avec nous. Pas Ginès. Pardon. Camille, je te propose un truc pour commencer, on fait comme si on ne se connaissait pas. Oui. Qui êtes-vous, madame? Que faites-vous ici? Qu'êtes-vous venue nous présenter? Alors, moi, je suis donc Camille Ginet. Voilà. J'enlève le S. Entre autres, je suis étudiante à l'université Paul Valéry et je souhaite me spécialiser dans tout ce qui touche au cinéma indien au pluriel. Voilà, et je suis là pour vous présenter l'association Boly Ciné Montpellier. Est-ce que justement tu peux un peu nous parler de Boly Ciné Montpellier, de quoi vous vous occupez, qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Yes, donc on est une association, donc on est la branche montpelliéraine d'une association plus française qui est Boly Ciné France. Voilà. Nous à Montpellier, le but de l'asso, c'est de diffuser, d'aider à la diffusion et à la promotion des cinémas indiens en province, parce que c'est un cinéma qui est quand même très bien distribué en région parisienne, mais qui ne l'est pas vraiment en province. Et donc nous, on est là pour ça. Et donc à Montpellier, on accompagne surtout le Pâté Comédie pour la promotion et pour surtout l'événementialisation des séances où on propose des petits événements à chaque film. Ça va de la dégustation à la danse, au blind test, au concours. On fait tout plein de choses. Est-ce que tu peux un peu nous parler du film que vous allez projeter? Donc c'est quoi? La légende de Bahubali. Pourquoi avoir choisi ce film? Ouais, alors la légende de Bahubali, c'est à la base c'est un diptyque, donc un film en 2 parties qui est sorti donc en 2015 et en 2017, réalisé par S.S. Rajamouli, qui était aussi le réalisateur de RRR, qui a gagné un Oscar pour sa musique. Je n'ai plus l'année, mais bon, voilà, il a gagné un Oscar. Et Christophe Gans l'a beaucoup aimé. Voilà. Spoiler. Il a de très bon goût, ce bonhomme, dis donc. Bahubali, donc c'est sorti bien avant RR, mais c'est donc un diptyque épique où on va retrouver le personnage de Bahubali qui va donc, en fait, on va apprendre
C'est dans le titre en fait, oui. La légende. On va C'est la apprendre légende littéralement. de Baobali. Merci. La légende du personnage. Vous pouvez lire le titre aussi. Ouais, merde quoi. Bon, évidemment, c'est pas une histoire réelle, mais ça s'inscrit beaucoup dans les récits du Mahabharata, qui est donc une des odyssées classiques indiennes. Voilà, nous on a l'Odyssée d'Homère, eux ils ont le Mahabharata. Voilà, donc ça s'inscrit dans ce contexte-là. Et le film est très épique. On retrouve beaucoup une inspiration très Tolkien dans la façon dont les personnages sont décrits et puis même dans les paysages. J'ai noté juste des petits trucs. Voilà, je regardais une vidéo hier sur le film de la très bonne chaîne, j'ai le droit de faire de la pub, oui. pour la très bonne chaîne Cinescope, voilà. Il a fait une très bonne vidéo et j'ai noté juste 2 infos que j'ai trouvé absolument dingues. La première, c'est que les 2 films ont coûté seulement 65 millions de dollars, ce qui est moins que Astérix et Obélix de Guillaume Canet. Voilà. Wow. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez. Et la deuxième info, c'est que une seule scène, donc la scène de guerre du premier film, a mis 120 jours pour être tournée, ce qui est et par exemple Avengers Endgame, l'entièreté du film a mis 150 jours. Voilà. Donc ça montre un peu la cadence de production. Et puis la rigueur que le réalisateur a, surtout pour ses films. Et j'ai vu que donc pendant votre projection, vous aurez des petites animations, des activités, même des dégustations. C'est ça. Bon, déjà, le film, donc on l'a déjà eu à Montpellier quand il est ressorti, parce que le film que vous allez voir si vous venez lundi au cinéma Utopia Sainte-Bernadette, c'est un remontage de ces 2 films pour les 10 ans, pour l'anniversaire de la saga. Le Rajamouli, bien sûr. Le réalisateur lui-même a décidé de remonter son film, enfin ces 2 films, pour n'en faire qu'un seul. Donc c'est cette version-là que vous allez voir, la version remontée. Et donc moi je me suis occupée d'organiser un petit peu des petits trucs un peu fun. Donc vous allez avoir l'opportunité de déguster de très bons pop-corn à des goûts un petit peu étranges, je vous laisserai découvrir. Voilà, du thé, il y aura aussi un concours grâce à Carlotta qui nous a gentiment envoyé, Carlotta qui est donc le distributeur qui s'occupe de la ressortie de ce film, qui nous a gentiment envoyé un petit Blu-ray à vous faire gagner. Voilà, il y aura un petit photo booth aussi avec un petit personnage de Baobali, 2 mètres taille réelle. Voilà. Wow. Et vous attendez plutôt un public habitué au cinéma indien, vous pensez que c'est une bonne porte d'entrée pour les néophytes? Je pense que c'est une porte d'entrée incroyable pour les néophytes. J'espère qu'on aura les 2. Voilà, mais je pense que les aficionados du cinéma indien, je pense, l'ont déjà vu quand on l'avait déjà ressorti en octobre. Mais justement, moi, j'aimerais que cette séance profite à tous les néophytes, voilà, et toutes les personnes un petit peu curieuses et qui souhaitent découvrir un petit peu ce cinéma. C'est vraiment, je pense, le film par lequel il faut découvrir les cinémas indiens. C'est un film hyper efficace où on retrouve... En fait, c'est la recette parfaite du film grand public divertissement indien, en fait. Et est-ce que tu peux nous dire quand et où aura lieu la séance? Jimmy, répète-le. Oui. Donc lundi 2 février au cinéma Sainte-Bernadette Utopia à 19h pour la séance, mais à partir de 18h20 pour les animations et surtout pour prendre vos places parce que ça risque de partir très vite et il n'y a pas de réservation. Et d'ailleurs, combien ça coûte? Eh bien, tu me poses une colle. Non, ça coûte 7 € en tarif normal et 3,90 € avec le tarif Youth pour tous nos étudiants qui nous écoutent. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur la projection? Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook sous le @Boliciné Montpellier. Voilà, rien de plus simple. Bah écoute, merci beaucoup. On peut rejoindre l'asso aussi. Bien sûr, oui. Alors, parce que Simon, t'es un grand fan de cinéma indien. Bien sûr, non, pas du tout. Je connais pas. On est à Montpellier, on est, on va dire entre une dizaine de bénévoles très très impliqués. Et selon les séances, on a toujours quelques bénévoles de plus qui nous rejoignent. Mais si vous voulez nous rejoindre, juste nous envoyer un petit DM sur Insta et on vous répondra. Merci beaucoup Camille d'être venue sur le plateau de The Cinema Show. C'était un plaisir. Pour rappel, Boliciné Montpellier va diffuser donc La légende de Baobali ce lundi 2 février à l'Utopia. Faut être là à 18h20 pour les animations et le film commence à 19h. C'est maintenant l'heure de s'affronter dans le quiz le plus singe que vous ayez pu voir parce que c'est moi qui l'ai fait. The game is on.
Sauf Jonathan, t'aurais dû Sauf rajouter. Jonathan, oui, Jonathan J'ai déteste rien les singes. contre les singes. Attends, parce que je suis en train de retrouver mes fiches. Mais déjà, la première toujours question, la est-ce que punning vous de avez Hugo la pu, semaine est-ce que dernière. vous avez pu réfléchir un peu? C'est quoi le nom du quiz? Oui. Moi, je sens que t'avais un truc. C'était Bah, sur le, l'équipe. le quiz du Kremlin ou le match du quiz. Chef tu vois, mais je sais d'équipe, on a d'un Le côté quiz Jules du et de l'autre Kremlin, Jonathan. Je pense que ça peut être ouais. Allez. Allez. C'est qui les chefs d'équipe, pardon? Jules et Jonathan. Ok. On avait Quizmate. C'est un film de François Truffaut. ça. Quizmate. Pour Primate. Ah, Quizmate. Oh là, du coup, il avait c'est pas. dommage, Oh là. c'est dommage, Oh là parce que là. c'était Quiznet. Pour Amnet. Ah, purée. Ah, purée. Nous, on n'a pas dit notre réponse. Bah si, vous avez dit le Match quiz du du Kremlin. quiz, le quiz Ah, du ok. Kremlin. Je croyais que t'avais pas entendu. Bah si, j'ai entendu, enfin. Pardon. Bon, on commence par musique de film. Dans quelle œuvre peut-on entendre cette musique? Back out the trunk from the front Uncle to James? the back. Non. Trunk from the front to Et il the est back. par pas là, rapport à mais il l'aurait eu Primate. tout de suite. Non, c'est par rapport au match du Kremlin. C'est un acteur. Ah. C'est un très très mauvais film. Paul Dano, c'est Non, c'est c'est Jeffrey Jude Law. Wright. Yes to the West. Ah yes, to the Oui, West, tout à fait. Simon, ça fait un point pour l'équipe de Jules et Simon. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi ces propositions. Wagner Moura va incarner Brander Lawson, un détective galactique, dans The Mandalorian et Grogu. Le film est déjà fait, donc bon. C'est juste s'il est au casting, quoi. Eh oui, Ça me ferait parce qu'il est au marrer. casting, Wagner Moura. Toi, tu penses en bois? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, ça se. enfin, Moi, pour je il est vois en sorti or. le truc. Je crois que c'est en or, mais à moins que tu sois un petit. Ah, moi, filou. je vais Pour voir moi, en or. il Un a petit sorti le filou. truc parce qu'il a vu la bande-annonce et il s'est dit Non. allez. Moi, je dis en or. Je sais pas, mais après, Bah, c'est toi le vas-y, chef non, d'équipe. non, vas-y, on peut. En or. En or, et vous? En or, ouais. En or. C'est en bois. Wagner Moura Ouais, va t'avais incarner raison. Brander Lawson, un détective galactique, mais dans la série Maul Shadow Lord. Ah, c'est ça. J'avais vu un truc avec Star Wars, t'es un malin. Ok. Là, tout de suite, dans la poche de mon sac, j'ai une carte de Noël des Tuches 4. Vrai ou faux? Ça, c'est. Non, ça, c'est. En ça, or. c'est En en or or. brut. C'est en or. C'est en Vous or. êtes sûr? ouais. Allez, il va sortir quoi? Un doigt d'honneur? Non. Voilà, joyeux Noël, bande de bâtards. Je la garde depuis des années. C'est Bah oui, effectivement en plus, en le or, film, vous il a avez été chacun décalé et un tout. point. Et j'ai aussi une petite fichette signée par Norman Tavo. En or ou en bois? Bah, en or aussi. J'espère pour toi que c'est en bois. En or. Ouais, on tente le tout pour un tout J'espère en que or. pour toi c'est en bois. Allez, Vous vous dites en bois? Oui. Vous dites en or? en or. Non, c'est en bois. Non, désolé. Ça fait un point de plus pour Jonathan et Naomi qui sont à 3. C'est, Qui tu sont à l'as, deux, mais vous êtes à deux, je deux à suis deux. sûr que t'en as une, Non, mais non, elle est on chez est à toi. trois. Tu l'as pas ramenée. Non, pas du c'est tout. juste Non, ça. non. Qui a dit? Je crois que quelque chose a changé. Ma chimie corporelle a changé. C'est très étrange, mais j'avais une Dano. odeur de crayon. C'est certain, et c'est bizarre. On a l'impression que l'odeur s'atténue Paul avec Mescal. l'âge. Non, c'est Ah. pas quelqu'un qui est Ben, dans un c'est des films quelqu'un de de... vieux. C'est Je ne la quelqu'un de remarque vieux. plus vraiment. Il est Ridley pas si Scott. vieux que ça. Avant, j'avais Ah. une odeur très particulière, prononcée, oui, une odeur de crayon. Avant ça, c'était une odeur assez forte, vraiment forte. Et puis C'est un je mec crois qui que fait du quand dessin elle est animé devenue celle Ouais. du crayon, non. C'était comme si quelque chose était mort. Je suppose que c'est le cycle des 7 ans. Peut-être que je sentais le crayon quand une partie de moi est morte et qu'une nouvelle partie de moi est née. Qui se fout L'odeur était moins forte. Je ne sens plus rien maintenant, c'est Alain bizarre. Chabat. Non, Stephen il King. faut que je fasse. C'est un acteur américain. Il faut que je Ah. fasse beaucoup d'efforts pour avoir une odeur. Je ne Tom comprends Cruise, pas. Ethan Hawke. Non, je peux même aller à la salle de sport et puis après je me dis ok, bah, Chris Pratt. je sens plus rien. Comment il s'appelle Chris Pratt. Michael B. Jordan. Non, c'était Robert Pattinson dans un interview pour GQ. Sachez que toute la première partie de l'interview, c'est lui qui parle de son odeur corporelle. J'ai adoré. Cette semaine, Moi bon, aussi j'ai adoré. on a fait une spéciale singe, donc forcément un quiz spécial Poutine. animaux tueurs. Voilà, parce que j'ai déjà fait le spécial singe la dernière fois. Qui c'est celui-là? Je vais vous dire le nom d'un personnage, vous devez me dire dans quel film il était. Gordy. Ah, c'est Nope. C'est Nope. Tout à fait, ça fait un point en plus pour l'équipe. Le singe. Simon et Jules, Bah. c'est le singe dans Nope. Une réplique, un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Avec un animal tueur. C'est un truc vieux. Les dents de la mer. Non. What, behind the rabbit? Rabbi Jacob. Non, On n'a pas des singes Non. Écoutez, qui veut tuer Rabbi? You silly Qui veut tuer son. Rabbi Jacob? You got us all worked up. Where's your ils ont pas dit rabbit, Roger Rabbit. ils ont dit Roger rabbit. Rabbit. Qui veut tuer Roger Rabbit? Non, un animal tueur. rodent you ever set eyes on? Un lapin Un tueur. lapin tueur? Bah, Bugs Bunny. Ah, Donnie Darko. Eh non. That rabbit's Ah ouais. got Ah, bah, vicious on va arrêter, teeth c'était a mile Monty Python Sacré Graal avec Ah, le lapin tueur. Vous êtes mauvais. Ouais, j'ai les Monty Python. Merci, je suis un peu merci passé à Québec. côté, moi. Je vais vous dire le nom d'un film en québécois, vous devez le retrouver. Terreur dans la tempête. C'est réalisé Waking par un Fright. français. Pas du tout. Ça n'a aucun Un autre rapport. trouble. Non, ça n'a aucun rapport avec le titre français et avec le titre international. Silent Hill. Pas du tout. Ouais, c'est un truc. Animal tueur.
Animal tueur. Tu peux Réalisé par un Les Dents de Français. la Mer. Terreur dans la tempête. Non, Alors mais c'est un Dents rapport de la avec Mer. l'histoire Steven du Spielberg film est Terreur français. dans la tempête. Twister. Ah oui, français. C'est un film avec des crocodiles. Crocodile Dundee. Jumanji. C'est réalisé par Piranha. Alexandre Aja. Ah, Piranha Piranha. 3D. C'est pas Crawl. Piranha, c'est Crawl. Ah. Tout à fait, un point en plus pour l'équipe de Jonathan et Naomi qui arrive à 3 à 3. Waouh. Juste tout l'équipe. Les jeux des synonymes, je vais vous dire le nom d'un film. Ah, les synonymes, vous savez très bien. Ouais. Bah, ça va être simple, ça va être une question de rapidité. Hein. Les chicots de l'océan. Les Les Dents Dents de la de la Mer. Ouais, les noms de la Putain, mer, mais c'est tu le dis Jonathan depuis et tout à Naomi. l'heure, je Ouais, vais mais ça c'est- pas non, mais là, maintenant, c'est. je suis Merci, plus. Sens Critique, je vous lis une critique Sens Critique, vous allez me dire quel film y parle. En vrai, j'ai adoré. Pour une fois qu'un film français de ce type sort, c'est à saluer. En eau trouble. Non, en plus l'animal est fou furieux, il rigole pas. Si tu viens l'emmerder, il démonte en une fraction de seconde. J'ai aussi aimé la sensation de la rapidité, aussi de sa puissance. Pour ça, je leur dis bravo. La qualité de l'animal est franchement propre, ils l'ont vraiment bien fait. La photographie est propre, les acteurs sont pas mauvais. Bon, après, le film ne révolutionne rien du tout et l'histoire est plutôt basique, mais franchement, on passe un très bon moment du début à la fin. Je recommence si un soir vous avez envie de vous mater un film de ce style. PS, ça devient fatigant les mauvaises notes de pseudo-critiques seulement sur ce site. Non, c'est un film avec un animal dans l'eau. Avec un animal dans l'eau. C'est réalisé par un Français. Sur la piste de Marsupilami. Vous l'avez dit tout à l'heure. Piranha. Non. On l'a dit trop tard. Piranha. Tu l'as dit tout à l'heure même. En eau trouble. J'ai dit. Non. Déjà. Ah, tu l'as pas dit. Ah non, c'est pas j'ai ça. pas dit. Ça se passe à Paris. Ah, c'est en eau. Ah, non, mais c'est ça. la scène, Sous la scène. Sous la scène. En plus, c'est celui-là que j'ai depuis tout à l'heure en tête. Quand tu dis en eau trouble, moi aussi j'ai bugué. Du coup, je pensais que tu parlais de celui-là. J'ai dit la scène. Ouais, mais il a dit sous la scène, 4. Sacré film. Lesquels de. Et c'était qui le nom de la critique? Tu l'as pas noté? Non, j'ai pas. Faut rendre à César ce qui est à César. Pardon, monsieur. Lesquels de ces acteurs ne s'est jamais battu contre une araignée géante? Ah. Attention, est-ce que c'est Jean Dujardin, Martin Freeman, Scarlett Johansson, Josh Hutcherson ou Millie Bobby Brown? Lequel de ces acteurs ne s'est jamais battu contre une araignée géante? J'en ai. Je suis. C'est qui? Ouais. Moi je dirais. Ça n'a pas tourné, du coup, pas la sacré film, je dis des bêtises. Bah alors, le truc c'est. Je dirais. Le truc c'est que Millie Bobby Brown, il va considérer peut-être que dans Stranger Things. Voilà. Non, je crois qu'il y en a un autre. Scarlett Johansson. Ouais, moi, Scarlett Johansson. J'allais dire Scarlett aussi. Scarlett. Ouais, les autres on les a. Bah, Jean Dujardin. Ah non. Ah là, c'est un piège. Ah peut-être. non. C'est Martin Freeman. Non. Oui, attends. Allez, Jonathan. Allez, Jonathan. Millie Bobby Brown. Ok, Jean Dujardin, parce que c'est il pas était une araignée dans Stranger Things. L'homme qui rétrécit, Putain. Martin Freeman dans Le Hobbit, Scarlett Johansson dans Tac et Tac, et Millie Bobby Brown dans Stranger Things. C'est Josh Hutcherson qui ne s'est jamais battu contre une araignée T'es géante. sûr que dans Voyage au centre de la Terre, il se bat pas contre une araignée géante? Oui. Dans le 1 c'est des gros lézards. et dans le 2? C'est un gros lézard. Et T'es dans sûr? Il n'y a FNAF. pas d'araignée. Oui. Et dans FNAF, il n'y a FNAF, pas t'es d'araignée. sûr? Il n'y a pas d'araignée, Ouais, non, arrêtez. mais si, Je connais les araignées géantes, je connais, arrêtez. Casting, je vous dis le casting d'un film. Vous devez le retrouver. Malcolm McDowell, John Orange Billingsley, Mécanique. Rui Ricardo Diaz, pas du tout. Jennifer Lopez, Ion Sky. Anaconda, mais Anaconda de Tom Gormican, le dernier. Avec il y avait Jennifer Lopez. il y avait Jennifer Lopez. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Scott Pilgrim. Non, un film d'animal tueur. Ouais, mais il y avait peut-être un animal. Putain, ça me dit un truc ça. C'est une comédie. C'est aussi une musique qui est dans Mean Girls. Oui. Mais c'est pas Ouais. Mean Oui, Girls. c'est ce que. On a parlé tout à l'heure de deux films avec des requins. C'est encore un film avec des En requins. eau trouble. Non. Dancing with Ah, myself. 13 Meters Down là Non, c'est un film qui est sorti l'année dernière. Avec un requin, hein, Avec un requin et qui est passé à. C'est un film d'histoire d'amour là, non? Non. C'est un film qui est passé à Cannes. Non, c'est un film qui est passé à Cannes. Ah oui, surf, Nicolas Cage là qui fait Non, du surf. pas du The tout. Surfer, non? Non. Hugo, viens, vite. Allez. Tout simplement Dangerous Animals Oui, de Sean c'est celui que je Byrne. cherchais. C'était Dangerous Mais non, Animals. c'est celui que je Tout à cherchais. fait. Moi aussi, j'avais J'embrasse les l'affiche en personnes tête. qui me disent que ce film est à chier alors qu'il est génial, hein, les s'en reconnaîtront. Bien dit. On passe au Duel Time. Qui est en tête? C'est eux, je crois, Je non? crois que c'est. Non, oui, c'est Jonathan et Naomi qui sont à 5. Vous avez donc le choix entre waf des croquettes ou gras ou du miel. Waf des croquettes ou gras ou du miel? Bah, waf des croquettes, on adore les chiens. Waf des croquettes. Plus que les singes. Alors, oh là, il est fou lui. Lequel de ces chiens de films d'horreur a le plus gros kill count? Oh Est-ce là que là. c'est le chien blanc dans Dressé ou pour tuer? Est-ce que c'est Baxter, qui est trop pipou? Est-ce que c'est Cujo? Ou est-ce que c'est Max, le meilleur ami de l'homme?
Quel de ces chiens a le plus gros kill count? Je sais, j'en ai vu. Il est trop pipou, Baxter, il est trop beau, je l'aime trop. J'ai envie de dire dressé pour tuer le premier. Ok, dressé pour tuer. En face, lequel de ces ours de films d'horreur a le plus gros kill count? Est-ce que c'est Winnie the Pooh? Est-ce que c'est Cocaine Bear? Est-ce que c'est Grizzly du film Grizzly? Ou est-ce que c'est l'ours de The Revenant? Le plus gros kill count. Qui a tué le plus de gens. Le troisième, je dirais. Ok, Grizzly? Ouais. Ok. Ça va être le plus un méchant. Alors, Jonathan, Pooh, je suis sûr qu'il a niqué beaucoup de gens. Cujo, il a tué un chien et 4 humains, donc 5 victimes. Baxter, il a tué 6 chiens et 2 humains, mais il est trop pipou. 8 victimes. Le chien blanc dressé pour tuer, il a tué 2 chiens et 5 humains, 7 victimes. Et Max, le meilleur ami de l'homme, il a tué 13 humains, 13 victimes. Il est fou, Max. C'est Max, donc vous perdez. T'avais dit qui, toi? Dressé pour tuer. J'avais vu Toi, t'avais pas le nom du chien. J'en ai vu aucun. Alors, il a pas de nom, le chien dressé pour tuer. Ok. Alors, Jules. Cocaine Bear, il a tué un chien, un papillon, ce qui est inhumain, et 14 humains, donc 16 victimes. L'ours de The Revenant, il a tué 0 victime, c'est lui qui se fait tuer, le pauvre, donc il faut qu'on arrête. Je suis sûr que c'est Winnie the Pooh. Grizzly, il a tué 2 ours, un cheval, un cerf et 8 humains, 13 victimes. Et Winnie l'ourson a tué un âne et 78 humains. Voilà, c'était sûr. Winnie l'ourson a donc 79 victimes. Quel petit filou. Bravo. Eh bah écoutez, c'est Jonathan et Naomi qui gagnent ce petit quiz. Vraiment grâce à moi en plus. L'équipe de la haine, on rappelle, qui se battent toujours là demain en MMA. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au monde du cinéma. Petit tour de table, Jonathan. Alors moi, ça sera La Reconquista de Jonas Trueba. C'est un film de 2016 qui est inédit. C'est un film merveilleux du pas moins merveilleux Jonas Trueba que vous pouvez découvrir pendant 2 semaines à l'Utopia. Donc n'hésitez pas à foncer. C'est un film avec une grande justesse, la mélancolie des amours passés. C'est un film sur le temps qui passe, sur les émotions et les silences. C'est un petit bijou et vous me remercierez une fois que vous l'aurez vu. Naomi. Pour ma part, je vous recommande la musique High by the Beach de Reine Lana Del Rey. Malgré qu'on soit encore en janvier, je ne vous cache pas que mon cœur méditerranéen est déjà nostalgique de l'été. Alors je vous propose de vous mettre en jambe avec ce classique encore trop peu connu dans la discographie de Lana. Si ces sonorités ne vous sembleront pas si estivales que ça, il s'agit pourtant de se plonger au cœur de l'univers aussi mélancolique qu'envoûtant de Lizzie, qui rappelle l'idée que l'on pourrait se faire du chant des sirènes d'Ulysse. Simon. Moi, je vous recommande un album qui est un peu lié au cinéma puisqu'il s'appelle Your Picture. Voilà. Du groupe The Charladas. C'est un père et ses 3 fils, il me semble. Et c'est dans un registre soul. C'est sorti il y a un peu moins de 2 semaines et c'est vraiment très très cool. Ça, on dirait vraiment un album qui est sorti dans les années 60 et c'est vraiment très bien. Jules. Ouais, moi je vous conseille le DLC de Cult of the Lamb Woolhafen qui vient de sortir. Et si vous avez envie déjà juste à la base de jouer un dieu agneau qui crée une secte démoniaque. Toujours des animaux qui font des trucs bizarres. Hein. Exact, ouais, c'était pour être dans mes émissions, je crois. Et non, ouais, ce DLC double la durée de vie du jeu et hyper riche, donc je vous le conseille énormément. Et moi, je vais vous conseiller le Royal Rumble 2026 qui aura lieu ce samedi à 20h, parce que ça se passe à Riyad, donc on peut le regarder avec des horaires plutôt convenables. C'est dispo sur Netflix. Et ça va passer beaucoup par-dessus la 3e corde, non? Ça va passer beaucoup par-dessus la 3e corde. C'est le début de la route pour WrestleMania, mais c'est surtout peut-être la fin de carrière d'un des plus grands catcheurs ever, AJ Styles. Donc j'ai hâte de voir tout ça. On a 2 recommandations supplémentaires. D'abord, on fait un jeu concours sur Instagram pour gagner des places pour l'avant-première de La Maison des Femmes, qui sera donc diffusée le lundi 9 février avec l'équipe du film au Pâté Comédie. On fait gagner 5 fois 2 invitations. Et c'est sur Instagram. Et c'est sur Instagram, voilà. Vous pouvez participer. Et on a également La Légende de Baobali, donc qui passe le 2 février au cinéma Utopia. Vous pouvez y aller à 18h20 pour les animations, à 19h pour le film, comme on a dit tout à l'heure. Merci du conseil. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission spéciale singe. J'espère que ça vous donnera envie d'aimer les singes. Et j'en profite pour faire passer un message. Ouais, Jonathan, tu vas écouter ce que je vais dire. J'en profite pour faire passer un message pas rigolo parce que je fais beaucoup de blagues sur les singes, mais c'est parce que je suis vraiment passionné par ces animaux depuis très longtemps et malheureusement beaucoup d'espèces de singes sont en danger aujourd'hui. Il y a plein d'assauts qui font attention, je pense à la Vallée des Singes, à Gorilla, à Projet Primate France ou encore à la fondation Jane Goodall. Et j'en profite pour rendre hommage à cette grande dame qui nous a quittés il y a peu et qui était quelqu'un de passionnant, et vous pouvez voir le documentaire sur elle qui est à disposition sur Disney+, il est génial.
Voilà, ceci étant dit, vive les singes. Merci à tous les singes autour de cette table, d'ailleurs. Jonathan, Naomi, Jules, Yanis, on peut s'écouter derrière, Caris, du coup, Simon, ou pas non. Lucas, Camille, Emma, Solène. On rappelle que La Légende de Baobali donc, sera diffusée le 2 février au cinéma Utopia. Donc on le répète, toujours. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les autres sur toutes les plateformes d'écoute parce qu'on est partout. De même pour les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et bientôt sur Snapchat, histoire d'être au plus proche de toute notre communauté. Merci également à King Kong, Donkey Kong, César, Abou, Monkey Bone, le Roi Louis, Benny, Gordy et ce goth de Ben de faire rayonner les singes au cinéma, mais pas à ce petit fils de pute de Babouche qui fait que propager des clichés absolument blessants et stéréotypés sur nous les singes. On va te retrouver, Babouche! La semaine prochaine, donc, le Wistiti Lucas animera une émission à propos de Dreams de Michel Franco, Nuremberg de James Vanderbilt et Gourou de Yann Goslan. Pour terminer cette émission, désolé, je vais plutôt aller dans le sens de Marocco et pas des singes. J'en ai parlé pendant les recos. Le Royal Rumble ce week-end signera probablement la fin de la carrière d'un de mes catcheurs préférés. Alors c'est pas sûr certes, mais quand même ça me fait peur et je préfère lui rendre hommage dès maintenant, qu'il gagne ou pas samedi. Un gars qui catch mieux que personne, un gars qui a inspiré énormément de catcheurs indépendants, un gars pour qui la France a chanté « Il est vraiment phénoménal ». Je pense bien sûr à AJ Styles. Alors cette fois je ne dirai pas « Je vous aime putain », mais « AJ, je t'aime putain ». Southern boys with the farmer strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They looking scared, no, they don't really want none. And I'm a Mack truck, don't get run over. We some country boys working overtime, boys. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They looking scared, no, they don't really want none. They don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They looking scared, no, they don't really want none. We some Southern boys with the farmer strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They looking scared, no, they don't really want none. And I'm a Mack truck, don't get run over. We some country boys working overtime, boys. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They looking scared, no, they don't really want none. They don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They looking scared, no, they don't really want none. We some Southern boys with the farmer strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't